voilà, aujourd'hui, je décide de te parler face caméra, de te parler, de ce cheminement, de tous ces événements, de ces brides, de ma vie qui m'ont amenée à cette décision en 2016, celle d'arrêter de manger de la viande, celle d'être, si on devait me mettre dans une case, en tout cas, celle d'être végétarienne. Je tiens vraiment à dire que c'était quelque chose d'ancré pour moi que de manger de la viande. Je n'avais pas trop de sensibilité, alors j'aimais bien les animaux, mais je n'avais pas trop de sensibilité face à la cause animale. Je voyais pas le mal de manger de la viande. Je pense comme dans beaucoup de familles françaises, dans ma famille en tout cas, la viande c'était vraiment synonyme de rassemblement, synonyme de convivialité. C'était le saucisson à l'apéro, le poulet rôti le dimanche midi et la côte de bœuf le mardi, quoi. Non, vraiment, c'était gage de convivialité, de regroupement entre amis, en famille. Et c'était quelque chose quand même d'assez important où la viande était toujours prédominante lors de nos repas. Faut savoir aussi qu'à l'époque, je faisais pas mal de sport, un petit peu en salle, des cours de cuisse, abdos, fessiers, etc. Et du coup, j'avais cette croyance limitante de me dire, si je mange de la viande, j'aurai plus d'apport en protéines parce que ce n'est pas ça, c'est en soi, c'est vrai, il y a des protéines dans la viande, mais en soi, je pensais que ce n'était que dans la viande que j'allais trouver cet apport-là dont j'avais besoin pour avoir un joli bouti. Euh, j'ai compris bien plus tard que non, c'était un leurre. Il y a des protéines un peu partout. Donc voilà, et puis la dernière chose surtout, c'était le lycée hôtelier. À la fin du collège, à 15 ans, je suis partie au lycée hôtelier à Marseille. Et là, vraiment, on apprend à cuisiner des plats de la gastronomie française. Et dans les plats de la gastronomie française, il y a principalement du poisson, de la viande, du crustacé, du mollusque. Et c'est vraiment l'âme du plat en lui-même. Bien sûr, il va y avoir des légumes, des carottes, des brocolis, du chou-fleur, du navet, mais ça va vraiment être en accompagnement et on va d'abord sublimer ce produit brut, ce magret de canard, etc. Du coup, voilà, c'était quelque chose de bien ancré pour moi de manger de la viande. Je tiens vraiment à le dire. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très sensibles. Il leur suffit de regarder un documentaire sur les fermes d'élevage, sur les fermes laitières, pardon, sur les abattoirs, pour pouvoir avoir cette sensibilité et se dire, ok, je vais arrêter, il y a une prise de conscience. Ça n'était pas du tout mon cas. Il a fallu un très long chemin avant que j'enlève mes œillères, que j'arrive à faire la connexion entre ce qu'il y a dans mon assiette et le chemin parcouru entre le morceau de veau qui est là devant moi, cuit, et ce petit veau qui va courir dans les prés avec sa mère. Voilà, il y a un monde entre les deux et je crois que j'avais pas envie vraiment de savoir à cette époque-là en tout cas. Du coup, voilà un petit peu pour vous recontextualiser la personne que j'étais avant. C'était voilà, la viande à tous les repas, quasiment en tout cas. La viande faisait partie intégrante de mon alimentation. Et puis en 2016, je décide de quitter ma vie bien rangée. Depuis 2015, je pensais un petit peu à partir à l'étranger, à m'expatrier, en tout cas pour avoir une expérience d'un an. Et mon cœur s'est porté vers l'Australie. Du coup, j'ai eu mon Holiday Visa, pardon. Et début janvier, je décide de partir en Australie toute seule avec mon sac à dos, mon visa et mon passeport. Et donc, après de longues heures de voyage, j'arrive à Sydney. J'avais beaucoup hésité sur le choix de la ville d'arrivée. Et puis finalement, mon cœur s'est porté sur Sydney. Je voulais absolument voir le quartier de Bondi Beach dont j'avais beaucoup entendu parler, voir l'opéra de Sydney. Voilà, c'est un petit peu emblématique, Sydney en Australie. Du coup, j'ai commencé par cette ville. Je suis arrivée seule, donc avec mon sac à dos. J'ai commencé en colocation, puis après, j'ai été fille au père. Fille au père, c'est une expérience qui a duré vraiment un très court instant. C'était un échec, on peut dire ça. Non, ça s'est pas super bien passé entre moi et la petite fille que j'étais censée garder. Mais par contre, je me suis super bien entendue malgré tout avec la famille, notamment avec la maman. Et donc, dans mes tâches à accomplir, je devais, en plus de m'occuper de la jeune fille, Jasmine, je devais faire les repas. Donc, le repas du soir principalement. Et du coup, moi, je prenais plaisir à faire ça pour cette famille. J'adore cuisiner, donc je voulais leur montrer un petit peu des plats traditionnels français.
Et puis au bout d'un moment, la maman vient me voir, elle me dit: «C'est super bon ce que tu fais Caroline, mais arrête de cuisiner autant de viande, on n'a pas besoin de manger de la viande comme ça tous les jours, tous les soirs à outrance». Et c'est vrai que bah, ça m'a interpellée ce qu'elle m'a dit. Déjà, je voulais voir son point de vue en fait. Et puis du coup, au fil des semaines, j'ai réduit ma consommation de viande. Mais c'était pas en conscience. C'était vraiment juste parce que je vivais avec une famille qui voulait consommer moins de viande. Donc, bah, en leur faisant à manger, je me préparais pas en plus mon morceau de viande et je subissais entre guillemets, hein, parce que je le vivais très bien, mais je subissais leur choix en ne plus mangeant de viande. Mais finalement, ça me dérangeait pas tant que ça. Et puis, dans tous les cas, en Australie, j'étais une backpackeuse. J'étais un petit peu en galère en permanence d'argent. Donc, c'était pas la première denrée vers laquelle j'allais que de m'acheter de la viande. Je m'achetais plus des conserves à cette époque, pour être honnête avec vous. Du coup, j'ai eu pas mal de rencontres de ce type, comme avec la maman de cette famille, avec des gens qui essayaient de s'alimenter en conscience, d'avoir une consommation de viande un petit peu plus restreinte, de se fournir bio, de se fournir local, d'aller vers quelque chose de différent. Énormément de véganes, il y a une communauté végane qui est énorme aussi en Australie, une communauté végane, végétarienne. On peut trouver vraiment des restaurants, mais des pizzerias, des restaurants de malades, complètement vegan. Je sais qu'on en a en France, mais très peu. On en a quelques-uns, mais c'est plus des petites cantines, des petits restos du midi. Là, il y avait du gros resto gastro, euh, complètement vegan. Bon, c'était top à ce niveau-là. Du coup, j'ai rencontré pas mal de personnes qui l'étaient. J'ai pu échanger sur différents points de vue, différentes façons de voir les choses. C'était super enrichissant. Moi, même si je n'étais pas du tout végé à l'époque, je jugeais pas et j'écoutais et je comprenais en gros ce que les personnes me disaient sans moi vouloir passer ce cap-là. Et puis la dernière chose qui s'est passée en Australie, là en fait ben, je vous raconte l'Australie dans les grandes lignes parce que bien sûr j'aurais énormément de choses à dire sur l'Australie, sur la ville de Sydney et je serais ravie d'ailleurs si ça vous intéresse de faire une vidéo sur cette année en Working Holiday Visa en Australie. Vraiment j'ai plein de choses à dire à ce sujet. Mais juste là, j'essaie d'être concise, d'être toujours dans cette ligne directrice ben, de mon chemin vers l'alimentation en conscience, le fait de ne plus manger de chair animale. Et toutes ces petites personnes que j'ai rencontrées en Australie, toutes ces petites anecdotes que je vous cite, notamment avec la maman de la famille dans laquelle je vivais, qui essayait de consommer moins de viande, ce sont des personnes qui m'ont mis des petites graines, si vous voulez. Il a fallu du temps pour que ces graines mûrissent, pour que ça vienne en éclosion, tout ça. Mais voilà, c'était mon chemin, c'était un peu plus long que certains, plus court pour d'autres. Donc voilà, en tout cas, toutes ces personnes-là m'ont donné pas mal d'idées, m'ont donné matière à réfléchir. Et puis surtout, j'ai rencontré le Lanti à Zenifing. C'est un établissement qui est dans le quartier de Newton, le quartier dans lequel je vivais. Et en fait, il est génial cet établissement. C'est un restaurant un peu cantine du monde avec des grosses tablées. Tout le monde s'assoit entre midi et deux. Il peut y avoir tant vraiment l'homme d'affaires que la petite meuf voilée, que des baroudeurs comme moi, des voyageurs. Et tout le monde se regroupe dans ce restaurant où tout le staff est bénévole. Donc de la serveuse au cuisinier, le plongeur également, tout le monde est bénévole. Et à la fin du repas, en fait, vous n'avez pas d'addition, vous avez une urne qui trône à l'entrée du restaurant et chacun met selon ses moyens. Je vous avoue que moi, j'ai souvent mangé là-bas quand j'étais en galère, où je laissais que 1 dollar, 2 dollars, 6 dollars, des fois rien. Et du coup, j'ai voulu leur rendre la monnaie de la pièce et j'ai décidé d'aller bosser là-bas en tant que bénévole 2 fois par semaine. Et c'était une super expérience. Et surtout aussi, c'est là-bas que j'ai rencontré le yoga. C'est là-bas que j'ai fait ma rencontre avec le yoga parce qu'il y a une petite salle à l'étage où se passaient des cours de yoga sous donation libre. J'ai fait un article sur mon blog concernant ma rencontre avec le yoga. Je vous invite à aller le lire et surtout à échanger avec moi. Ça me plaît un petit peu de savoir vous comment vous avez vécu votre première séance de yoga, où c'était, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog et à échanger avec moi à ce propos. Je peux faire une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, bien que j'ai déjà écrit un bel article sur ça. Mais surtout, donc ouais, le Lanti à Zenifing, au niveau de l'alimentation, il m'a permis de me rendre compte à quel point, en fait,
une cuisine complètement 100% végétale pouvait être ludique. C'est vrai que moi j'adore cuisiner et j'avais vraiment l'habitude de cuisiner de la viande. Le poisson aussi, mais un petit peu moins, mais surtout voilà des plats du terroir, de la viande, des daubes, des choses colorées, des choses voilà un petit peu travaillées. Et j'avais l'impression que quand on mangeait végétarien ou végétalien, c'était beaucoup moins ludique du coup. Pourtant j'aimais beaucoup les légumes, j'avais vraiment aucun problème avec ça et j'aimais bien les cuisiner, mais ils venaient toujours en second plan quoi. Et là vraiment, au lentilles à Anything, je voyais ces assiettes passer, mais elles étaient limite poétiques en fait, avec de la légumineuse, avec des légumes, avec des couleurs, du croquant avec des graines germées, des pousses, des fleurs même des fois, des épices à outrance et je me suis vraiment reconnue dans cette cuisine. Donc déjà, c'était quelque chose de super cool parce que j'adorais maintenant manger vegan ou végétalien et le cuisiner, même si moi, je ne l'étais pas. Et puis, à force, au bout de 3, 4 mois passés à Sydney, j'avais envie un petit peu de changer. L'idée, lorsque j'ai décidé de partir en Australie, c'était vraiment de m'oublier en tant que femme, de vivre des expériences que je n'aurais jamais eu l'occasion de vivre en fait si j'avais été en France. Sortir un petit peu de cette zone de confort-là, vivre ouais, des expériences folles, riches en adrénaline. Et du coup, de rencontre en rencontre, je discute avec un garçon qui me dit qu'il est parti l'année dernière dans le Queensland, à Townsville, et il a travaillé sur un chalutier de pêche. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête ce jour-là. J'ai dit, ah ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Moi aussi, je veux essayer. Je veux kiffer. Alors, en aucun cas, je me voyais faire carrière là-dedans. C'était vraiment plus pour l'expérience, le fait d'expérimenter plein de choses. C'est ce que je voulais en fait en Australie. Du coup, j'ai dit, mais c'est une aubaine. Le gars, il prend des Français qui n'ont jamais fait ça sur un chalutier de pêche pour partir plusieurs semaines pêcher de la crevette. J'ai dit, mais c'est complètement dingue. Allez, j'y vais. Bon, du coup, j'appelle, le gars me donne ce contact-là. Je joins le capitaine qui s'appelle Rod. Et là, à force de négociations, de papotage, il me dit, ok, c'est bon, prends ton billet d'avion, on part de Townsville et tu viens avec nous pêcher la crevette. Donc là, moi et mon sac à dos, nous partons de Sydney, direction Townsville, donc dans le nord-est de l'Australie, pour pouvoir vivre sur un chalutier de pêche et pêcher de la crevette tigrée. Donc arrivé à Townsville, je fais la connaissance de Rod, le capitaine du bateau, et du garçon avec qui j'allais partager ma soute, mon petit coin de chambre, si on peut dire ça, dans la coque du bateau, pour pouvoir pêcher la crevette ensemble. Et du coup, ouais, expérience folle. En fait, cette expérience pour le chalutier de pêche, c'est en même temps la meilleure expérience que j'ai pu vivre de ma vie et en même temps la pire. Je veux pas, encore une fois, trop m'étaler sur le sujet parce que sinon la vidéo va vraiment durer 1 heure et demie. Donc si ça vous intéresse de savoir tout ce qui s'est passé en détail avec des vidéos, des preuves à l'appui, non je rigole, mais avec plein de vidéos parce que j'ai vraiment beaucoup de contenu sur le chalutier de pêche. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Franchement, je vous ferai une vidéo, mais avec grand plaisir. J'ai énormément à dire aussi sur ce sujet. Là, je garde toujours cette ligne directrice, l'alimentation, et ce chemin vers cette alimentation-là que j'ai aujourd'hui. Mais vraiment, le chalutier de pêche, expérience de malade. La meilleure et la pire. La meilleure, pourquoi? Parce qu'au début, j'arrive pleine d'entrain, avec une euphorie folle. De voir la vie sur un chalutier, qu'est-ce que ça donne, comment ça se passe, quel est l'envers du décor en fait. Et j'ai pas été déçue, hein. Donc c'était marrant parce que voilà, c'est fou, on part en mer comme ça pendant 3, 4, 5 semaines et on met pas le pied une fois à terre. On pêche la nuit, on est habilité qu'à pêcher de la crevette tigrée et pas que de la crevette tigrée, des crevettes. Les tigrées principalement parce que c'était la période quand j'y suis partie, mais s'il y a d'autres crevettes, on les prend, bien sûr. Et quelques autres espèces, on a le droit de récupérer aussi les araignées de mer, certains poissons, les pinkies, et voilà, 2, 3 autres choses.
les octopus, ce genre de choses. Et du coup, donc nous voilà partis pour plusieurs semaines sur ce chalutier, donc où on pêche la nuit. Au début, grosse euphorie, je vois des dauphins, mais tous les soirs, qui suivent le bateau en fait. Mais des dauphins, pas un ou deux dauphins égarés, des dizaines, des vingtaines, des trentaines de dauphins partout qui suivent le bateau. C'était juste incroyable. Je vois des levées de soleil comme jamais je n'en ai vu de ma vie. En plus, le lever de soleil était toujours un bon signe pour nous. C'était le signe de l'arrêt du travail. Ça voulait dire, ça y est, on a pêché toute la nuit, le soleil se lève et on va bientôt arrêter. Donc c'était très cool. Des couchers de soleil de malade, donc qui sonnaient le début du travail. Et c'était fou de voir tout cet écosystème, de pouvoir observer des requins chaque soir, de voir des baleines. J'ai eu la chance de voir 2 fois des baleines. C'était fou, c'était incroyable, c'était émouvant, c'était une autre vie. Il y avait aussi des mauvais côtés, le fait qu'on était rationné en eau, donc tu venais, je te jure que tu sentais toute la nuit la crevette, t'avais qu'une envie, c'était de prendre une bonne douche, mais tu pouvais pas parce qu'on vit sur un bateau, on est entouré d'eau, mais d'eau de mer, donc on est rationné en eau potable. Donc voilà, il y a eu plein de petits trucs comme ça auxquels j'ai dû m'adapter, et particulièrement en tant que femme, c'était quand même quelque chose. Mais une superbe expérience. Il y a des choses qui m'ont chagrinée, je les ai vues, mais je m'en suis pas rendu compte à 100%. J'avais encore un petit peu ces œillères. Je voyais que quand même il y avait énormément de plastique et que même nous on jetait, enfin même nous, je m'inclus dans l'eau parce que je faisais partie des gens qui vivaient sur ce bateau, ça jetait pas mal quand même de choses à la mer, un peu pour rien. Et ça me chagrinait, j'en parlais avec mon capitaine. Et c'est vrai que c'était une habitude qu'il avait pris tout simplement. Après, c'était quelqu'un de super bienveillant, hein. Mon capitaine Rod, il était super. Et puis, surtout, je voyais à quel point les filets, ça filtre pas. Ok, on pêche la crevette, mais finalement, quand on met nos 2 filets, on avait 2 énormes filets, plus un filet test. On avait 2 énormes filets qui allaient à 30 mètres sous la mer. Mais les filets, ils filtrent pas. Ah, toi, t'es une crevette, je te prends. Ah, toi, t'es une raie, non, je peux pas te prendre. Toi, t'es un requin, non, je te prends pas. Non, il prend absolument tout le filet. Donc, du coup, on se retrouvait à ouvrir ces gros filets au bout de 4 heures sous la mer et à devoir les trier. Et en fait, là-dedans, il y avait des requins de récif, il y avait des serpents, des étoiles de mer, des poissons magnifiques. C'était fou. Tout ça pour récupérer et pour nourrir des humains, pour récupérer des quelques dizaines de kilos de crevettes et nourrir des humains qui sont un peu trop portés sur eux-mêmes pour oublier ce qu'ils sont en train de faire à la planète. Du coup, voilà, il y avait des moments où j'étais un petit peu en introspection, où je me disais, ouais, ce qu'on fait quand même, c'est pas moi ce que je fais qui est mal en soi. Moi, j'étais contente d'expérimenter cette expérience et de la voir. Je savais que c'était temporaire et que j'allais pas faire une carrière là-dedans et j'aurais jamais pu de toute façon. Mais je me disais, voilà, il y a quand même des choses qui sont pas normales. Il y a quand même des incompréhensions dans ce qu'on est en train de faire et le pourquoi on est en train de le faire. On n'est pas en train de mourir de faim pour pouvoir pêcher autant. Donc, ouais, il y avait des choses qui me chagrinaient un petit peu. Et puis je me disais, bon, mets de côté, dans tous les cas, c'est temporaire. Toi, tu fais ça pour gagner ton argent. Parce que oui, j'étais payée à la rente, à la rentabilité. Au plus il y avait de crevettes, au plus j'en récupérais, au plus je les stockais. Et au plus mon salaire serait intéressant. Du coup, voilà, je m'étais dit de rester focus sur ça. Euh, mais bon, par la suite, vous allez voir que ça m'a un petit peu plus atteint et j'ai arrêté de penser juste à ma personne et à moi, ce que j'allais gagner derrière, mais plus à quelque chose, ouais, d'un peu plus centré sur les autres et sur l'échelle mondiale finalement. Et donc, du coup, je finis cette expérience sur ce chalutier de pêche, fatiguée, épuisée, mais heureuse d'avoir terminé, de me dire que je n'y retournerai plus et heureuse d'avoir fait ces rencontres avec ce capitaine, avec les 2 gars, parce que du coup, j'ai fait deux expériences en mer, 2 mois, on va dire. Donc une première virée avec un gars. Après, le gars n'a pas fait l'affaire, donc il y avait un autre coéquipier avec moi. Du coup, hyper fatiguée, mais quand même super satisfaite. Et moi, pour la suite, j'allais aller en road trip avec une personne que j'avais rencontrée sur Sydney, Sarah, une Française qui vient de Lorraine. Et du coup, on allait partager un road trip ensemble sur toute la côte ouest australienne.
et de nouvelles graines allaient germer en moi et de nouvelles prises de conscience, plus ce que je venais de vivre sur ce chalutier de pêche dont j'avais pas vraiment encore bien pris conscience et j'avais pas le recul nécessaire pour pouvoir faire des conclusions et des réflexions. Mais tout ça est arrivé un petit peu pendant ce road trip-là sur la côte ouest. Donc me voilà encore repartie avec ma copine Sarah. On s'est retrouvés sur Darwin, donc c'est au nord de l'Australie, et on a fait un road trip de Darwin jusqu'à Espérance, qui est tout au sud. Et après, on est remonté jusque Perth, où on a passé quelques jours à Perth pour ensuite, toutes les deux, prendre des chemins différents, puisqu'elle s'envolait pour Bali et moi pour les Philippines, rejoindre un ami. Du coup, pendant ces quelques semaines qu'on a partagé, Sarah et moi, on a vécu dans un van toutes les deux et on a sillonné vraiment les routes. N'a pas du tout travaillé pendant cette période-là. C'était génial. C'était que du kiff, c'était que des belles découvertes, des belles rencontres. Apprendre aussi à vivre avec quelqu'un d'autre dans un van, quelqu'un qu'on ne connaissait pas il y a 8 mois auparavant. C'était une super expérience, c'était complètement fou. Et on en ressort toujours grandi de ce type d'expérience. Et puis cette jeune fille, Sarah, c'était quelqu'un qui est très militante pour la cause animale. Depuis toujours. Moi, je pensais que j'aimais les animaux. Mais quand j'ai rencontré Sarah, je me suis dit, waouh, elle aime les animaux, mais de façon complètement folle. Et du coup, oui, elle était très sensible à tout ça. Et quand je lui racontais mon expérience sur le chalutier de pêche, je voyais que ça suscitait en elle vraiment de l'agacement. Elle était énervée et elle était choquée de ce que je pouvais lui raconter sur la vie sur le chalutier ou quand je lui montrais des photos, des vidéos. Elle me disait, mais comment tu peux faire ça? Et encore une fois, vous voyez, c'est pour ça, ça revient toujours au fait que c'était vraiment quelque chose d'ancré en moi, la normalité que de manger de la viande. Et encore une fois, la sensibilité, voilà, et la vision du monde, elle est propre à chacun parce que je voyais Sarah dans les états, pardon, dans lesquels ça la mettait juste en visionnant via un contenu, une tablette ou un téléphone. Je me disais, waouh, moi je l'ai vécu et ça m'a fait quelque chose, mais je me suis mis encore une fois des œillères. Bon, donc beaucoup de discussions avec Sarah à ce propos, beaucoup d'échanges de points de vue et ça m'intéressait, ça m'intriguait ce qu'elle me disait. Je trouvais qu'il y avait du bon sens là-dedans. J'allais faire aussi mes recherches de mon côté vis-à-vis de la pollution que ça entraînait, l'élevage en masse, les fermes laitières. J'avais aucune idée de tout ce qui se passait dans les fermes de lait, même si j'en consommais de base pas tellement du lait, hein, à part voilà, de la crème dans les chantilly, ce genre de choses. Mais sinon, je n'étais pas une grande consommatrice à la base de lactose. Donc ce road trip m'a fait vraiment ouais, prendre conscience de certaines choses, laisser infuser mon expérience sur le bateau, prendre le temps en fait d'être en retrait d'essence, d'être en introspection, de réfléchir à soi, à ses choix. Et c'est un peu tout le chemin de mon voyage en Australie finalement. Et puis surtout, on avait tellement de temps libre en fait, de ne pas travailler, on vivait vraiment avec le soleil. On commençait à conduire quand le soleil se levait. On savait qu'on arrêtait le van et qu'on posait notre maison quand le soleil se couchait parce que conduire la nuit sur la côte ouest australienne, je vous le déconseille. J'ai essayé et malheureusement, voilà, c'était pas très fructueux. Vraiment, je vous le déconseille. Et du coup, on passait des fois des journées à juste prendre notre chaise de camping comme ça, à l'exposer sur un ponton et à regarder autour de nous la beauté de la nature. Et on était dans des endroits, enfin je m'en souviens à Bremer, tout au sud de l'Australie, on a passé à un moment donné quelques heures. Il faisait froid, on était dehors et juste on regardait l'horizon. Et on avait pu voir, je sais plus, je crois qu'on avait vu une baleine. Il me semble, Sarah, si tu regardes cette vidéo, confirme-moi-le, il me semble qu'on avait vu une baleine. Je sais plus, mais c'était fou, on voyait souvent, tout le temps des choses, c'était incroyable. Et on prenait le temps, et on prenait le temps d'observer des kangourous, on prenait le temps d'observer des quokkas sur l'île de Rottnest Island. Voilà, on était juste en mode paisible, et on savourait en fait la beauté du monde sans avoir à consommer, surconsommer. On n'était plus du tout dans ce trip-là. Voilà, donc ça a commencé à faire germer mes graines, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis après, nos chemins se sont séparés après quelques semaines avec Sarah et on est parti chacune de notre côté, elle à Bali, moi aux Philippines où j'ai rejoint un ami.
super voyage aux Philippines. On a fait vraiment tous les deux avec mon ami, on a fait le côté très paradisiaque. Mer, lagon, Palawan, El Nido, Bohol. On a nagé avec les requins-baleines Oupsie. Ah, je me souviens plus. J'ai un trou de mémoire. Hmm. À Cebu. On a nagé avec les requins-baleines à Cebu. Et d'ailleurs, pareil, bonne expérience, mais en même temps, moi, il y a des choses qui m'ont un peu chagrinée. C'est devenu un business de fou. En tout cas, là où on est allé le faire, je pense que c'est pas pareil partout. Parce que notamment sur la côte ouest australienne, il le faisait que de nager, de donner la possibilité à certaines personnes de nager avec les requins-baleines. Et on allait vraiment dans leur coin. C'était en pleine mer. Et ça avait un côté hyper sauvage. Là, c'était vraiment... t'avais un gars au milieu sur son radeau qui avait du plancton plein les seaux et il en balançait. Nous, on était là par cinquantaine à arriver et à nager autour d'eux. Alors, on devait maintenir une distance, mais quand même, j'ai trouvé ça pas top top. Bon, bref, petit aparté. Et au bout de quelques semaines, mon ami est reparti en France et moi, j'ai décidé de rester aux Philippines, donc d'allonger mon voyage pour une semaine de plus, de passer ma semaine seule. Ça me tenait à cœur que d'aller dans les rizières. Dans le nord des Philippines, sur l'île principale, sur l'île où il y a Manille, d'aller vraiment dans le nord, à Banawe et Batad, pour pouvoir voir les rizières, être en introspection, être vraiment en retrait d'essence, être connecté juste avec moi, pouvoir partager avec les locaux et être dans un... Ouais, d'ailleurs, c'était à cette période-là, hein, c'était sur du fin septembre, il me semble. Je voulais vraiment ralentir le rythme, comme chaque année à cette période. Et du coup c'était top. J'ai fait des randonnées, mais fabuleuses. Et j'ai rencontré, lors d'une randonnée, je voulais aller dans des sources d'eau chaude. Et du coup, j'ai parlé avec un gars de là-bas, un local. Et à force de sympathiser, je lui ai dit, tu te sens de faire la randonnée avec moi? Si tu veux, je te paye et tout. Il m'a dit, non, non, pas de souci. Je serai ton guide, mais juste pour la bonté du cœur et tout, parce que j'aime bien parler avec toi. Et du coup, on a continué, on a poursuivi ce chemin ensemble. C'était super cool. Et à la fin, à force d'avoir sympathisé, il m'a parlé de sa famille, de sa femme et tout. Il m'a dit, bah, si tu veux, ce soir, je t'invite à manger à la maison. Donc, super attention, hein. Et il me dit, et on mangera du chien. Pardon? J'ai dit non, mais non, comment ça manger du chien? Il me dit, mais oui, il me dit, nous on mange du chien aux Philippines. Je dis, ah, mais moi pas du tout par contre. Et il s'est mis à rigoler, il m'a dit, mais c'est marrant, vous, les Français, vous, les Européens, les Occidentaux, vous avez ce truc avec les animaux de compagnie. Alors oui, tu manges du veau, oui, tu manges du lapin, mais par contre, le chien, le chat, le petit cochon d'Inde, ça, oulala, non, j'y touche pas. Et du coup, ça m'a fait rire. Ce qu'il m'a dit, en fait, c'est juste une réalité. Et c'est un peu une incohérence aussi que l'on a, tout simplement. Et il m'a donné matière à réfléchir pour quelques jours, ce monsieur. Et je vous rassure, j'ai pas mangé de chien, hein, du coup. Donc voilà, on est toujours dans la continuité de ce petit chemin, de ces petites graines qu'on a posées en fait, qu'on a semées le long de ma route et qui m'ont amené à faire ces choix. Donc là, on est à plus de 60-65% de ce parcours-là. Et ensuite, je suis rentrée des Philippines pour faire un woofing dans le sud de l'Australie, à côté de Melbourne, dans l'état du Victoria. Donc j'ai pris l'avion pour arriver là-bas. Pas mal d'heures d'avion, hein, des Philippines pour aller jusqu'à Melbourne. Et ensuite, j'ai pris un bus, je crois, et j'ai fait un peu de stop pour pouvoir aller dans une ferme de kangourous. Donc c'est un woofing, ce n'est pas un travail. Un woofing ou un LPX, c'est un échange de bons procédés. En fait, moi, j'allais chez cette dame qui s'appelle Denise, qui a un sanctuaire à kangourous blessés. Et en échange, je lui donnais de mon temps. Donc, je devais nourrir les kangourous, les soigner, leur donner à boire, leur ramasser leurs crottes, passer du bon temps avec eux, leur donner même du lait pour les plus petits dans le biberon. C'était génial comme expérience, vraiment comme des bébés. Enfin, on s'est attaché à eux, c'était incroyable. Et elle, en fait, en échange de mon temps, elle m'offrait le gîte et le couvert
On pouvait faire nos machines là-bas. Elle était même super sympa parce qu'elle nous laissait sa vieille voiture. Du coup, on pouvait aller zoner et tout, c'était cool. On a découvert des petites grottes et des petites randonnées pas loin parce qu'on était vraiment au milieu de rien, hein, sachez-le. Je captais à peine le téléphone, mais c'était une super expérience. Moi, j'y suis allée seule, mais là-bas sur place, il y avait, je crois, 6 ou 7 personnes venues du monde entier. Donc c'était super cool. J'étais avec des Allemands, des Canadiens. Il y a eu un Français à un moment. J'ai eu un Norvégien, une Suisse, une Suédoise. Et c'était vraiment super cool d'échanger avec eux. Je suis restée un mois là-bas. Euh, C'était une expérience en or. Mais après cette expérience, il m'était complètement impossible, mais impossible de manger du kangourou. Le kangourou se mange en Australie, tout comme le crocodile. C'est même une viande qui est très réputée là-bas, qui est apparemment semblable à du bœuf. Je n'en ai pas mangé. Je voulais en manger, c'était pas un but en soi, mais je m'étais dit si l'occasion se présente, je le ferai. Et puis après cette expérience-là, moi j'ai créé un lien, un affect avec ces kangourous. Pour moi, c'était comme mon chat, mon chien, et je ne pouvais plus manger aucun kangourou, même celui que je ne connaissais pas et qui venait de la nature. C'était hors de question. Et ça m'a encore une fois donné matière à réfléchir sur nos choix. Pourquoi lui, le kangourou, je vais pas le manger, mais le pauvre petit veau. On revient toujours à ce veau, le pauvre. Lui, je vais avoir aucun scrupule à le manger. Encore une petite prise de conscience. Et de plus, toujours, ça faisait à peu près là, à cette période-là, 9 mois que j'étais en Australie et j'avais mangé très très peu de viande. Aux Philippines, j'en avais mangé un petit peu. J'étais d'ailleurs tombée malade avec du porc qui était pas très frais. Et, mais sinon, c'est vrai que ma consommation de viande avait énormément ralenti. Et chez cette personne, chez Denise, qui nous logeait pour le Woofings, elle était végétarienne ou végétalienne, je sais pas d'ailleurs. Et du coup, elle nous donnait vraiment aucun aliment, aucune viande en fait, aucune denrée avec de la viande. C'était toujours des denrées très simples, des légumes, des légumineuses, du riz, des pâtes, et c'était tout quoi. Et c'était très bien, c'était largement suffisant. La seule viande qu'on avait, c'était pour nourrir les hiboux, parce qu'elle récupérait aussi des hiboux qui étaient en mauvaise posture. Donc elle avait une grande cage avec des hiboux. Et c'est le seul moment où on prenait de la viande de bœuf, on en faisait des petites boulettes et on les donnait aux hiboux. C'était assez marrant. D'ailleurs, pareil, si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon expérience dans ce refuge, dans ce sanctuaire à kangourous, c'est avec grand plaisir que je vous fais ça. Ça a été 4 semaines super enrichissantes. Encore beaucoup d'introspection, de réflexion sur ce chemin-là. Et puis, je me suis retrouvée un petit peu en galère dessous parce que ça faisait un bon moment que je ne travaillais pas. Depuis le chalutier de pêche, finalement, j'avais fait un road trip sur toute la côte ouest de plusieurs semaines. J'étais partie aux Philippines pendant plusieurs semaines. Et là, j'avais été dans ce sanctuaire à kangourous où effectivement, je ne perdais pas d'argent. Mais en tout cas, je n'en gagnais pas du tout. Du coup, j'ai dit, bon, il faut que je reparte au charbon. Et surtout en Australie, si tu veux rester une année de plus, tu dois justifier d'avoir travaillé 90 jours en ferme. Donc le travail en ferme, ça peut être l'agriculture, donc ramasser de la noix de macadamia à la pomme, à la banane, à la cerise. D'ailleurs, j'ai travaillé en ferme en pommes. Pour les pommes, je ramassais des pommes. Tu peux également travailler dans les panneaux solaires ou dans la pêche. Et donc, ce que j'avais fait, donc moi, j'avais validé de je sais plus combien de jours en travail en ferme, mais il m'en manquait encore un petit peu pour justifier de ces 90 jours-là. Du coup, je décide de chercher du travail dans l'agriculture. Je trouve, mais énormément de plans foireux. Il y a vraiment pas mal de magouilles, tout un business autour de ça en Australie. Du coup, je me suis fait un petit peu avoir. Bon, rien de fou, hein, franchement, rien de dramatique. Je rebondis assez vite, mais là, j'étais dans le rouge au niveau de mon compte. Et je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas rentrer en France tout de suite. Il faut que je trouve une solution. Donc, j'appelle Rod, mon capitaine, et je lui demande s'il veut me reprendre sur le chalutier de pêche. Et bien entendu, étant une employée modèle, il m'a repris mes directs. C'est vrai que je m'investis dans tous les tafs que j'entreprends, peu importe les domaines, du moment où voilà, tu me prends avec toi et tu me donnes ta confiance, généralement je te le rends plutôt bien. Donc il était super content que je revienne sur le chalutier de pêche. Donc je reprends mon petit avion et hop, direction le Queensland, Townsville, pour encore 2 trips.
sur le chalutier de pêche. Et donc me voilà repartie une deuxième et dernière fois avec mon sac à dos sur cette expérience de fou, sur ce chalutier de pêche. Du coup, arrivée sur le chalutier de pêche, avec beaucoup moins d'entrain, vous vous en doutez, j'y allais plus par nécessité en fait, que pour autre chose. Pour terminer mon travail en ferme et prétendre à une deuxième année en Australie, et pour gagner un petit peu d'argent. Puis finalement, c'était pas vraiment la super solution, même si je suis contente d'y avoir été une deuxième fois parce que ça a vraiment été un élément déclencheur pour moi. J'ai eu un dégoût, mais un dégoût profond pour ce que je faisais. Et pour le poisson, enfin pour le poisson, pour les mollusques, pour les crustacés, pour tous les produits de la mer, je n'avais plus envie de les manger. Et j'étais dégoûtée de ce que je faisais, d'avoir la main dedans chaque jour et de les voir agoniser devant moi, devant cette bassine. Parce que comme je vous l'ai dit, donc les filets se relèvent et ensuite on les ouvre et on lâche tout ce qu'il y a dans les filets dans cette bassine-là pour pouvoir ensuite trier la crevette. Et du coup, j'en pouvais plus de voir tous ces requins, ces étoiles de mer, tous ces poissons qui agonisaient devant moi dans une mort qui était silencieuse. Et c'est encore plus atroce finalement. Donc beaucoup de dégoût en fait de cette expérience. Elle a été plutôt difficile sur le plan psychologique, sur le plan moral, sur beaucoup de points. Et je suis quand même contente parce que ça a été un élément déclencheur. Je m'en souviens, un soir, j'avais la musique dans mes oreilles, j'étais partie à l'arrière du bateau et je regardais en fait autour de moi, donc on pêchait de nuit, donc il faisait noir profond et il y avait juste la lumière de notre chalutier qui éclairait un petit peu la mer. D'ailleurs, je pouvais voir du coup les dauphins, les requins, etc. Et en fait, je voyais autour de moi, je regardais, je voyais plein d'autres petits points de lumière comme ça. C'était les points de lumière d'autres chalutiers qui pêchaient de la crevette comme nous, ou qui pêchaient du thon, qui pêchaient, je sais pas moi, de la sole. Et du coup, c'était terrible de voir ça parce que je me disais, mais si là on dézoome sur la carte du monde, qu'on dézoome juste sur l'Australie, puis sur le continent asiatique, puis surtout à l'échelle du monde, mais ce qu'on est en train de détruire, c'est colossal en fait. Tout ça pour nourrir des estomacs, c'est même pas par nécessité finalement, parce que en soi, on a énormément de ressources, on pourrait se nourrir de tellement d'autres choses, mais non, on a décidé de niquer la planète. Donc voilà, désolée, je parle mal pour une yogi, mais je suis une yogi de Marseille, moi. Et du coup, voilà pour cette deuxième expérience sur le chalutier de pêche. Comme je vous l'ai dit, je ne m'étalerai pas plus sur le sujet parce que je pourrais faire une vidéo pour ça. Là, c'était vraiment pour vous raconter ce cheminement et ça a été vraiment le dernier élément déclencheur qui a fait qu'à la fin de ce chalutier de pêche, j'avais un dégoût énorme pour les produits de la mer, un dégoût pour les manger et un dégoût pour l'homme même. J'ai tout remis en question, pour l'humanité, j'ai tout remis en question à un moment donné par rapport à tout ça. Donc à l'issue de cette expérience cette deuxième expérience sur le chalutier de pêche, je ressors de cette expérience, oui, très grandie, ça c'est sûr, mais aussi très dégoûtée. Et vraiment, ça a été une prise de conscience. Tous ces petits événements, tout ce chemin a finalement fait éclore en moi de grandes idées. Et la première, c'était voilà, celle d'arrêter totalement de manger de la chair animale. Donc j'ai été très rapidement et radicalement végétalienne. J'ai commencé ça pendant que j'étais encore en Australie. J'ai poursuivi quand j'ai voyagé en Thaïlande, en Malaisie et au Vietnam avant de rentrer en France. Et puis au fil de quelques mois, après mon retour en France, j'ai réintégré dans mon alimentation fromage et parfois quelques produits laitiers. Par exemple, je vais manger un cookie industriel, dedans il va y avoir du lait. Voilà, ce genre de petites choses où malheureusement, j'ai décidé, j'ai fait le choix que de ne pas me frustrer en fait. Donc voilà, j'ai fait le choix que de temps en temps en consommer, surtout le fromage que je consomme le plus. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est pas un tort, c'est pas très bien parce que je suis déjà végétarienne, c'est juste mon choix. Et moi je pense que tous les choix devraient être respectés. Je fais en aucun cas cette vidéo pour te dire
je suis la bonne parole, il faut arrêter de manger la viande. Non, moi je raconte des faits, voilà ce qui s'est passé et voilà ce qui m'a amené à ne plus manger de viande. Voilà mon chemin entre guillemets et en tout cas les choix que j'ai décidé de prendre. Le fait d'avoir arrêté tout animaux dans mon corps n'a rien changé de particulier. Je me sens autant en forme qu'avant, ni plus ni moins. Je ne sens pas, je n'ai pas maigri, pas du tout. J'entends beaucoup de gens dire ça, peut-être c'est leur expérience, encore une fois, c'est propre à chacun. Parce que moi j'ai pris, pendant que j'étais en Australie, j'ai pris 12 kilos, voire un peu plus. Hein. Donc vraiment, c'était pas une expérience qui m'a fait maigrir. Tu peux manger très très gras en étant végétalienne. Donc voilà. Et c'est juste mes choix. Et je pense, des fois, j'ai peine à voir certains véganes qui, je pense, n'ont pas les formes pour expliquer leur point de vue et qui, du coup, essaient de lutter contre quelque chose, essaient de défendre la cause animale, mais la forme n'est pas là et finalement, ils sont en train de véhiculer un message de haine, ils sont en train de lutter contre quelque chose qui leur paraît très mal et je pense que des fois, c'est pas fait de la bonne façon. Moi, je veux véhiculer aucun message. Euh, je veux juste vous montrer, vous expliquer, plutôt vous conter mon chemin, ce qui m'a amené à faire ces choix-là. Et j'espère, si je devais véhiculer qu'un seul message, j'espère que c'est celui de paix que je véhicule. Voilà, j'ai beaucoup parlé, c'est beaucoup d'informations, c'est très dense la vidéo que je viens de faire. J'espère que vous m'avez suivi, que j'en ai pas perdu en chemin. Et puis n'hésitez pas, pendant tout le long de cette vidéo, j'ai proposé d'autres thèmes, d'autres sujets à aborder. N'hésitez pas à me faire savoir si jamais ça vous intéresse, que ce soit l'Australie, le chalutier de pêche, le woofing dans la ferme de kangourous. Je vais faire d'autres vidéos sur l'alimentation aussi. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien que vous me racontiez à votre tour vos histoires un petit peu. Si certains sont végétariens, végétaliens, véganes, votre histoire, si vous avez ressenti des bienfaits. Moi, j'en ai pas forcément ressenti dans mon corps. Est-ce que vous en avez ressenti particulièrement? Voilà, moi je pense que c'est plus une question de nous, ce qu'on va ressentir. Si tu as décidé que toi, tu allais maigrir grâce au fait d'être végétarien, mais ça va forcément se passer, tout simplement. Enfin, je pense que tout est une question de choix. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.